Alors pour ceux qui étaient là hier, nous allons poursuivre notre discussion sur le transport maritime et la manière dont il peut nous aider à produire moins de gaz à effet de serre. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous allez apprendre plein de choses avec Maria Arty, là-bas à l'extrême gauche, qui est la directrice générale de la compagnie La Méridionale, et puis Nathalie Mercier-Perrin, qui est la responsable exécutive, la directrice exécutive, on dit, la présidente du cluster maritime français. Vous pouvez prendre votre micro à la main. Hier, on a donné quelques grands chiffres qu'on connaît, mais qu'on va rappeler. 90% du commerce mondial se passe par le transport maritime, une proportion qui devrait augmenter environ de 4% dans les années qui viennent, d'ici 2040. Et dans le même temps, le transport maritime produirait 3% des gaz à effet de serre. Alors, sur les grands chiffres, d'abord, on va commencer avec vous, Nathalie. Est-ce que vous pourriez nous faire le portrait du transport maritime en quelques chiffres ? Oui, merci. Alors, on peut parler effectivement d'économie bleue, puisque en fait, l'économie maritime, ce qu'on appelle l'économie bleue, prend en compte une dizaine de grands domaines qu'on connaît tous, mais finalement que l'on évoque de manière séparée. Donc, il y a effectivement le transport maritime, mais on peut parler aussi de la pêche, de l'aquaculture, de la connaissance des grands fonds, du nautisme. On a de la cybersécurité sur la partie maritime. Donc, on a une dizaine de filières qu'on appelle économie bleue. Et donc, ce sont l'ensemble des activités qui sont en mer ou sur les fleuves et qui vont effectivement répondre à cette question de l'eau, de l'océan. Et donc, pour revenir sur le transport maritime, je voudrais quand même repréciser, juste avant de répondre à votre question, que la France a le deuxième espace maritime au monde. Et c'est quand même très lié avec mon propos qui va en découler. Donc, nous sommes aujourd'hui une puissance souveraine grâce à nos territoires ultramarins. Alors le transport maritime, il est extrêmement dimensionnant. Savez-vous, vous l'avez dit, que 9 produits sur 10 que le monde consomme est arrivé par bateau. En France, et sur la partie hexagonale, sur ces 90%, sachez que nous avons 72% des marchandises qui partent ou qui arrivent dans un port, effectivement, ici en hexagone. Alors oui, c'est vertigineux puisque le transport maritime a quintuplé depuis les années 70. Oui, il consomme 2,89% d'émissions de carbone, mais enfin, il le transporte. En fait, c'est le moyen de transport le moins carboné qui puisse exister, puisque quand on s'est parlé, vous me posiez la question du flux. Et moi, je vais vous donner un petit exemple. Les porte-conteneurs de dernière génération, notamment ceux qui sont en hybride, qui sont à peu près de 24 000 boîtes, donc de 24 000 conteneurs. Si on devait les mettre sur un autre moyen de transport, on va parler du ferroviaire, eh bien, sachez que ce train ferait 350 km de long. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est déjà aussi vertigineux. Voilà. Donc, le transport maritime est dense. Au niveau européen, sachez que l'Europe couvre 40% par ses compagnies l'ensemble du transport mondial et qu'effectivement en France, nous avons une compagnie qui est un des leaders mondiaux avec CMA-CGM. Avec beaucoup de métiers aussi dans cette filière. Je reviens sur les GES parce que je vois le professeur Jean-Pierre Gattuso qui est dans la salle là et qui dit que vous êtes l'un des meilleurs élèves, le transport maritime, en termes de tentatives de préservation de l'environnement et du ralentissement de la production de GES, mais on va y revenir dans un instant. Et donc, pour finir ce portrait, la filière, elle représente quoi en France en termes de métiers ? Alors, sur l'ensemble de l'économie maritime, je dis ça parce que finalement, on a beaucoup de troncs communs avant de dire je vais vraiment partir sur un bateau et à bord d'un bateau, on va avoir évidemment des métiers autour de la commande du bateau, mais aussi autour de l'hôtellerie et puis même avant, des métiers autour de l'innovation également. Donc, sachez que sur la totalité de l'économie maritime, on a à peu près 1000 métiers aujourd'hui référencés et dans ces 1000 métiers, on
a des marges de progression, puisque ça a été évoqué sur la table ronde précédente. Tout ce qui touche les nouvelles technologies, l'IA, la modélisation, est en train d'arriver de plein fouet. Il y a évidemment une articulation entre le bateau et partir et revenir, et l'innovation dont on peut parler aussi avec des nouveaux métiers. Alors justement, les métiers, vous en consommez beaucoup du côté de la méridionale, puisque votre compagnie transporte beaucoup de clients à travers la Méditerranée. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter cette compagnie, Maria, et nous dire ensuite comment vous appliquez, vous tentez d'appliquer le ralentissement de la production de GES? Bonjour à tous. Alors, la Méridionale est une compagnie maritime qui existe depuis 1937, donc bientôt centenaire. Cette compagnie transporte du fret et des passagers en Méditerranée, et depuis 50 ans, nous participons à la continuité territoriale entre la France, le continent et la Corse. Et en 2020, nous avons créé une ligne entre Marseille et Tanger. Et donc, aujourd'hui, nous transportons 250 000 passagers par an et 700 000 mètres linéaires de fret par an. Et nos routes sur la Corse, mais aussi sur l'Afrique du Nord, sont une véritable alternative à l'avion d'une part, mais aussi à la route, puisqu'il y a pratiquement 450 000 unités de fret qui vont de l'Europe à Tanger, en passant par le détroit de Gibraltar, et nous sommes une alternative, on va dire, plus vertueuse en termes de décarbonation. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Donc déjà, la préoccupation de l'environnement, ça fait partie vraiment de la culture de la Méridionale depuis très longtemps. Et je vais vous l'expliquer à travers 4 exemples. Donc déjà, dès le début des années 2000, nous avions formé nos marins et équipé nos navires d'un logiciel qui s'appelle REPSET, qui permet d'identifier et de localiser les cétacés pour les préserver. Et éviter les collisions. Exactement. Par ailleurs, dès 2017, nous avons équipé tous nos navires de la CENAC, c'est-à-dire des connexions électriques à quai. Donc, c'est une modification sur les navires et c'est des installations de potence à haute tension sur les quais. Et donc, bien avant toute réglementation, puisqu'il n'existe pas de réglementation aujourd'hui, nous avons anticipé. Et grâce à cette technologie, eh bien, en fait, on n'émet pas de CO2 quand le bateau est à quai et connecté. Un autre élément dans notre engagement environnemental, c'est que dès 2007, bien avant la mise en œuvre de la réglementation sur les eaux de ballast, eh bien, on a traité nos eaux de ballast avant de les rejeter. Et ça permet d'éviter les espèces invasives dans l'océan. Et enfin, en 2019, on a installé un filtre à particules sur notre navire amiral, le Piana. Et donc ça permet finalement d'améliorer la qualité de l'air, ce qui est un élément important au-delà de la réduction des GES. Alors, je vais revenir vers vous pour le carburant, mais vous avez parlé juste avant du branchement à quai, et là je vais m'adresser à Nathalie. Il y a besoin quand même d'avoir une certaine uniformisation des infrastructures qui sont proposées, parce que tout le monde ne peut pas se brancher partout, parce qu'il y a des choses diverses. Ça, c'est le point de détail qui n'en est pas un, mais c'est le point de détail. Plus globalement, votre organisation, vous veillez justement à ce que les choses se mettent en ordre de bataille pour pouvoir tenir les objectifs, parce que c'est bien beau d'annoncer des objectifs, mais encore faut-il que tous les éléments qui permettent de les réaliser soient bien mis à disposition. Oui, alors on a un gros défi. On a 2050 en face de nous. Alors avant 2050, on a effectivement... On a 2030, 2040, 2050. Absolument, absolument. Mais je voudrais effectivement finir sur 2050 parce qu'il y a une petite particularité sur 2050. Et vous l'avez dit, il y a quand même 3 marches qui sont un peu compliquées, ou en tout cas qui sont un peu complexes. Donc, les accords de Paris nous ont effectivement tous mis devant une certitude qu'il fallait décarboner avec une forme de temporalité.
Je fais une petite incursion en disant qu'aujourd'hui, de toute façon, les jeunes, et pour attirer nos jeunes dans tous les métiers du maritime, nous devons, je dirais, écouter aussi la direction sociétale dont ils ont envie de prendre. Et évidemment, ça nous force aussi à avoir dans ces nouveaux métiers et je dirais plus généralement l'écoute intelligente que nous devons avoir pour protéger effectivement tous nos intérêts, planète et donc économie. Il y a une demande des futurs collaborateurs justement sur ce côté. Oui. Moi, j'ai vu dans ma carrière effectivement des jeunes ne pas vouloir travailler dans telle particularité de l'économie maritime parce qu'on ne parlait pas de décarbonation ou on ne parlait pas de protection. Et c'est pour ça d'ailleurs, merci de la question, c'est pour ça que le cluster maritime français a, je dirais, une volonté de promouvoir une économie raisonnée et raisonnable. Ça, c'est important. Vous vous retrouvez dans ce qu'elle dit ? On a beaucoup de jeunes officiers qui sont très sensibles à cela et récemment, on leur a proposé de co-construire avec eux un système d'incentive pour réduire nos émissions. Et vous voyez, ils sont partants et donc ça y est, on a lancé le mouvement. Alors, je reviens vers vous justement sur cette réglementation et la nécessité de se mettre en ordre de bataille. Absolument. Donc, tout est à regarder aujourd'hui avec les jeunes et donc avec les entreprises et les collectivités. Il faut, si on veut résumer la situation, il faut des bateaux effectivement décarbonés, donc avec toute la R&D qu'on peut trouver et sur lesquels les Français sont très bons. Et puis, je voudrais m'arrêter 2 minutes en disant un bateau décarboné, c'est bien, mais où est l'énergie ? Et donc, en fait, en France, vous savez qu'on a aussi un plan éolien où on doit mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir proposer 25% du bouquet d'énergie décarbonée en éolien. Et donc, il faut que l'État sorte ses appels d'offres en temps et en heure pour pouvoir réaliser les objectifs dont on est en train de parler. Et donc, l'autre pan, c'est produire ou acheter. Et acheter, c'est acheter à qui, où. Et là, on revient sur une question qu'on connaît bien avec le fossile, c'est avec qui va-t-on acheter, avec qui va-t-on négocier cette énergie verte décarbonée. Alors, si on reprend l'exemple de ce qui se passe à quai, à quel problème concrètement vous êtes confronté? Parce qu'un bateau navigue, ça on l'a bien compris, mais il faut décharger, que ce soit du fret ou des clients. Vous, concrètement, vous êtes confronté à quoi? Déjà, il n'y a pas d'uniformisation des normes. Donc, il y a des quais qui vont être équipés en 60 Hz et d'autres en 140 Hz. Ça, c'est un petit exemple. Sur la côte méditerranéenne en France, par exemple. Donc, ça, c'est important d'avoir, en tout cas pour nous, sur le pourtour de la Méditerranée, une norme unique pour permettre ces connexions. On a l'impression qu'on est 10 ans en arrière avec les prises pour les véhicules électriques et les bornes qui étaient toutes différentes et qui posaient beaucoup de problèmes au développement de la filière. Alors, nous avons été plus loin, parce que, certes, on peut attendre que les ports s'équipent et qu'il y ait une uniformisation, mais dans nos nouveaux navires, nous avons conçu une motorisation hybride qui nous permet finalement de dépasser cet obstacle. Donc, nous allons recevoir bientôt 2 nouveaux navires qui sont propulsés au GNL et à l'électrique. Et donc, nous avons des packs de batteries électriques de 13 MWh. Et donc, ces packs nous permettent, en fait, d'aller sur un port qui n'a pas forcément de connexion et d'être autonome pendant 12 heures au moins. Et donc, ainsi, nous n'émettrons... en fait, on ne consomme pas... et donc, on n'émettra pas de CO2. Et on est autonome par rapport à nos besoins d'hôtellerie et nos besoins sur place. Donc voilà, ça c'est une solution qui permet de contourner ce problème en attendant d'avoir une uniformisation des branchements à quai. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Alors, je voulais effectivement vous préciser qu'avec le ministère, avec le ministre délégué de la mer et de la pêche et des partenariats, avec la Fondation de la mer et Respect Océan, on a créé ce qu'on appelle une convention des entreprises pour le climat. Et c'est un espace où on va traiter de toutes ces questions qui est entre vouloir et pouvoir, promouvoir et continuer une économie maritime
maritime durable et je dirais en tenant compte effectivement des défis pour les générations à venir. Cette convention aura lieu donc en 2025 avec quelques séances de travail ici en région, notamment ici à Nice. Et donc je vous appelle à nous rejoindre pour continuer à débattre de ces questions et à faire avancer collectivement cette question de promotion de l'économie maritime, parce qu'on en a besoin. On est complètement lié à cette économie, mais effectivement, on doit la respecter également. Merci mesdames, on vous remercie infiniment pour vos propos et on va vous laisser regagner la salle avant d'enchaîner avec la prochaine table ronde qui va parler d'économie et de maritime.